Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique C'est Net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos contributions et vos commentaires. Au menu cette semaine, la net campagne américaine. Bataille de clips, parodies, matchs sur Twitter et Facebook. Le duel Obama-Romney sur le web, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le Polyclick, une nouvelle rubrique de la Politique C'est Net, le portrait numérique d'un politique. Aujourd'hui, la sénatrice Chantal Joanneau. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passé au scanner par Paul Bouffard. Après un concours de blagues sur Twitter et un mot-clé carrément douteux qui fait déraper la toile, hashtag un bron juif, Twitter annonce le retrait des tweets antisémites. Plaisanterie peu ragoûtante ou tweetos raciste, le mot-clé avait atteint le top des sujets sur Twitter. L'association demande la suppression des tweets. Sans représentant légal en France, l'entreprise américaine défend sa sacro-sainte règle, la liberté d'expression. Et pourtant, après négociation avec l'association, Twitter accepte de suivre la loi française et rappelle ses directives. Si nous recevons une demande ciblée d'une autorité compétente, nous pouvons retirer certains contenus. En attendant, Twitter n'a rien supprimé et quelques heures après, l'incendie reprend. L'association déplore un nouveau mot-clé, hashtag un juif est mort. Quant à Twitter, hasard ou pas, il bloque le compte d'un groupuscule néo-nazi en Allemagne, une première mondiale. Sous sa marinière Armor Luxe, armée de son blender Moulinex, Arnaud Montebourg deviendrait presque notre James Bond du Made in France. La une du Parisien Magazine fait rire la toile et la séance photo est parodiée. Ici, le ministre du redressement productif défend le bebop. Comme le dit la légende, c'est tip-top. Vous ne trouvez pas qu'il y a ressemblance? Montebourg qui promeut Gauthier en Gauthier. En tout cas, son président François Hollande dit apprécier. Pour la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, c'est carrément sexy. Et Benoît Hamon, il n'en croit pas ses yeux. Hein? Non mais ça c'est un beau montage. Vous rigolez, vous ne l'avez pas vu? Non, vous ne l'avez pas vu? non, mais attendez, c'est en une du Parisien. Oui, c'est ça, oui, le Parisien. Mais il me croit pas. Quand un site de rencontre extra-conjugale fait sa pub avec les politiques, ça donne ça. Pour se lancer en France, le site américain Ashley Madison met en scène les présidents de la République et leur goût pour la frivolité. 3 anciens et un actuel, François Hollande, tous estampillés d'une trace de rouge à lèvres sur le visage. Sur l'affiche, la question « Quel est leur point commun ?» Ils auraient dû penser à Ashley Madison. Car depuis 10 ans, le site met en contact des pères de famille et des femmes mariées en recherche d'aventures extra-conjugales. Nos hommes politiques et leurs relations sont souvent les sources d'inspiration des publicitaires. Rappelez-vous cette campagne d'RTL, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, et encore lui, François Hollande et Ségolène Royal. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Amy Green, bonjour, bienvenue. Vous êtes chargée de mission à Sciences Po, vous êtes américaine et vous vivez à Paris. Vous avez écrit aux éditions Autrement l'Amérique après Obama et vous tenez un blog sur la politique américaine qui s'intitule potosphere.com. Bienvenue. Marjorie Paillon, vous êtes journaliste et vous tenez l'excellent blog qui existe depuis des années dédié à la politique américaine et qui s'appelle I Love Politics. Bienvenue. Merci. Enfin, Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes communicant, vous êtes un habitué de la politique C'est Net et vous tenez vous aussi un blog Yes They Can qui s'intéresse à la communication politique. Marjorie, sur cette revue du web et notamment l'Union des étudiants juifs de France qui n'a pas de réponse claire de Twitter concernant les tweets antisémites, c'est pas vraiment surprenant en fin de compte? C'est pas si surprenant que ça. D'abord, pour Twitter, ça va créer une jurisprudence. Donc, le fait que Twitter réagisse peut-être avec un délai qu'on peut juger ici, de ce côté de l'Atlantique, assez lent, crée une jurisprudence pour Twitter. Ça fait aussi prendre conscience à Twitter du fait qu'il faut peut-être un petit peu plus polisser ce qui se dit sur son réseau. Ne pas censurer, attention, oui, parce que le principe de Twitter, c'est pas de modération. C'est pas de modération, exactement. Donc, je pense qu'au-delà de ça, et au-delà du délai de réaction, toute l'affaire qui s'est emballée avec la CNIL et avec l'UEJF, il faut surtout
garder un principe. C'est pas parce qu'on est en ligne qu'on n'est pas un internaute inconscient. À un moment donné, on peut pas accepter et réclamer la liberté d'expression en ligne et ne pas prendre conscience du fait qu'il faut, à un moment donné, se poser les mêmes questions qu'on se pose tous les jours dans la rue. C'est un autre espace. Absolument, c'est un autre espace social. C'est un espace social en construction qui a ses règles, qui a ses codes. On apprend en marchant dans cet espace social virtuel. Mais il faut garder à l'esprit qu'on reste quand même des êtres humains civilisés, même si on est des internautes ou des êtres humains virtuels civilisés. Amy Green, et vous sur cette affaire de Twitter, c'est la liberté d'expression qui prévaut aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des affaires de tweets comme ça, racistes ou antisémites supprimés? Je crois pas. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une situation qui suit un peu en parallèle à cette histoire de Twitter, c'est qu'on voit une nette augmentation des affaires de bullying, de domination entre élèves, qui s'est terminée en suicide, en multiples suicides de jeunes enfants aux États-Unis. Donc, on voit l'impact que peuvent avoir de sortes de harcèlement sur Internet. Et donc, effectivement, c'est un sujet, pour revenir à ce que Marjorie avait dit, où on apprend en marchant. Oui, le droit, il n'y a pas vraiment de jurisprudence. Philippe Moreau-Chevrolet, là je passe à un autre sujet un peu plus léger. Quand on voit Arnaud Montebourg vanter le Made in France avec la marinière Armor Luxe, c'est un bon coup. C'est un très bon coup pour Arnaud Montebourg c'est un très bon coup pour Arnaud Montebourg parce qu'il se met en position et continue sur le Made in France et sur ce qu'il appelle le patriotisme économique, qui est aussi d'ailleurs un thème qui est développé par Barack Obama, qui est un thème qui permet de parler à l'électorat populaire en essayant de le protéger, en essayant de lui montrer qu'on est là pour défendre ses intérêts. Et d'une certaine façon, ça répond à cette demande de promotion du national, de retour du national, qui est aussi en lien avec la fin un peu de l'idéal européen, avec beaucoup de choses qu'on observe dans l'opinion. Donc c'est assez habile pour lui de se positionner là-dessus. Et en même temps, il est tourné en ridicule quand même. Oui, mais ça fait partie de la promotion aujourd'hui. Être tourné en ridicule, c'est une forme de popularité. C'est pas forcément dramatique. Et dans son cas à lui, c'est plutôt une forme de popularité, de sympathie. Et finalement, ça va en sa faveur. Et puis ça a aussi propulsé les ventes d'Armor Luxe, qui aujourd'hui est en rupture de stock pour cette marinière. Et ça, c'est un signe quand même qui ne trompe pas sur le succès de l'opération d'image d'Arnaud Montebourg. Un signe qui ne trompe pas. Mais il faut qu'il prévienne Benoît Hamon la prochaine fois. Voilà, à l'avance. Alors l'histoire ne dit pas si elle porte des marinières fabriquées en France. Toujours est-il qu'elle tweet, blogue et n'a pas la langue dans sa poche, que ce soit dans la vraie vie ou sur le net. Je veux parler de Chantal Joanneau, ex-UMP, qui vient de rejoindre l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo. La sénatrice de Paris nous confie comment elle utilise les réseaux sociaux. Portrait numérique de Chantal Joanneau, c'est le premier numéro de Polyclick. Je regarde de manière compulsive Google Actualité matin, midi et soir et dès qu'il y a un trou, et je vais mettre des articles sur le blog ou sur Facebook par rafale. En fait, j'aime bien tweeter, c'est difficile de tweeter, parce qu'on peut très vite tomber dans la banalité, le calendrier, le commentaire sans intérêt. En plus, moi j'ai tendance à beaucoup jouer. J'adore l'humour, j'adore manier l'humour, donc j'aurais une tendance naturelle à très vite faire du tweet compulsif, mais humoristique, ce qui n'est pas du tout le rôle du politique. Très honnêtement, Twitter, pour un politique comme moi qui est sorti du gouvernement, c'est un moyen de rester présent sur la scène médiatique. Enfin bon, on ne va pas se mentir, hein, c'est vraiment un moyen de rester présent et de pouvoir s'exprimer librement. Parce que quand on passe par des journaux, c'est ce que les journaux prennent ou prennent pas, tandis qu'avec Twitter, vous pouvez diffuser votre parole librement, sans passer par les fourches codines du parti, ce qui est quand même pas mal, sans passer non plus effectivement par les exigences de la presse. Il n'est pas tellement dans son rôle, le ministre, quand il tweete. Le ministre, il a accès à tous les médias. Donc, tweeter pour un ministre, à part raconter des scènes de vie, faire des confidences ou parler de ses états d'âme, c'est pas évident. Moi, j'ai pas tweeté quand j'étais ministre. Il n'a pas une parole très libre, quand même. Et le ministre n'a pas une parole très libre. Voilà, quand j'ai testé pour vous,
la tentative de libération de la parole, c'est pas évident. Il faut avoir les épaules solides. Les enfants ont une capacité à prendre ces appareils-là, à télécharger des jeux dès l'âge de 6 ans. C'est assez impressionnant. Donc, j'ai quelque chose de formidable sur mon iPhone. Je reçois régulièrement des messages de Fantasy Town qui m'expliquent que les nains travaillent pour moi à la mine et que je devrais aller leur faire un bisou. Je ne sais absolument pas comment le retirer, mais c'est très gênant quand vous êtes en séance publique. Geek contre sa volonté. Voilà. Geek qui a toujours dit qu'il ne serait pas geek, mais geek. D'ailleurs, smiley. Alors Philippe, Smiley, en regardant ce petit sujet. C'est très très sympa parce qu'en fait elle explique que c'est un peu Twitter est utilisé par les politiques aujourd'hui pour parler. En réalité, elle trompe un peu le public parce qu'elle parle aux médias en utilisant Twitter. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accès aux médias, mais elle parle aux médias en utilisant Twitter. En fait, la twittosphère, c'est une petite sphère où on est rassemblés entre communicants, politiques, journalistes et on s'adresse les uns aux autres, on discute entre nous. Et c'est assez sympa qu'elle le prenne de manière ludique et assez décomplexée comme ça. C'est très rigolo. Quoi. Et on apprend qu'elle joue, c'est bien. Non, parce que surtout, ce qui est intéressant, en effet, c'était ce mode de relation qu'elle introduit sur Twitter pour la parole politique, à la limite comme un contre-pouvoir médiatique et comme une prise de parole très libre. Alors, en effet, oui, c'est le cas, en tout cas pour elle, maintenant qu'elle est sortie du gouvernement et qu'elle rallie un nouveau mouvement politique. Maintenant, en effet, ne nous trompons pas, quand elle s'adresse à ses followers sur Twitter, elle s'adresse aussi à nous, communicants et journalistes. En espérant être reprise pour attirer notre attention. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que les ministres ne peuvent pas tweeter. Je pense que les ministres doivent utiliser Twitter aussi pour s'adresser de manière différente à la population, essayer de créer un lien un peu plus affectif, un peu plus direct. Et c'est dommage que les ministres ne tweetent pas en France. Ils ne tweetent pas beaucoup. Place maintenant au club des gazouilleurs. Bataille de tweets, clips humoristiques, infographies et vidéos. La campagne américaine bat son plein sur le web. Quelles sont les évolutions depuis 2008? Quelle stratégie digitale pour les deux candidats? Obama versus Romney. Qui gagne le match sur le net? C'est le débat du club des gazouilleurs. Alors en 2008, Barack Obama avait largement montré sa supériorité sur le net. Qu'est-ce qui a changé, Marjorie Paillon, en 2012? Il y a aussi la multiplicité des outils, il y a beaucoup plus de réseaux sociaux, ça a été un peu l'explosion des réseaux sociaux. Il y a ça, il y a surtout le fait que les Républicains ont appris aussi en matière de communication digitale et que, on l'a bien vu notamment au moment des midterms en 2010, les élections de mi-mandat il y a 2 ans, où ils prenaient déjà beaucoup la parole en ligne et puis se sont appropriés aussi d'autres outils. Je pense que 2008, si on s'en souvient, a été pour Barack Obama une formidable web campagne, mais une web campagne qui était en réalité relativement simple d'un point de vue mécanique. C'est-à-dire qu'on avait toujours le vaisseau amiral, le site web, qui est l'endroit où on peut avant tout lever des fonds, mobiliser, où on peut aussi s'adresser directement à ses électeurs et même au-delà, créer des communautés. On utilisait déjà pas mal Facebook en 2008, mais entre-temps, il y a un autre réseau social qui a pris beaucoup d'ampleur, c'est Twitter. En 2008, souvenez-vous encore une fois, Barack Obama utilisait déjà Twitter, mais très très peu. C'était juste une façon, puisqu'il y avait ce nouveau réseau social qui se créait et qui donnait la possibilité d'envoyer ses tweets par SMS aux États-Unis. C'était la possibilité de dire « Rejoignez-moi ce soir à Denver, on a un meeting et plus nombreux on sera, mieux ce sera ». Aujourd'hui, la forme notamment que Barack Obama a adoptée en ligne pour cette campagne, qui est plus une forme de blog en réalité, à la limite qu'on pourrait même comparé à Tumblr sous certains aspects, et plus une forme où on prend le pouvoir. On est électeur, on est supporter de Barack Obama, on s'approprie les outils et on les diffuse soi-même sur ses réseaux sociaux préférés, sur les modes de communication ou sur ce qu'on emploie au quotidien pour pouvoir s'exprimer en ligne. Et c'est ce en quoi cette campagne est fondamentalement différente de la campagne précédente. Et puis encore une fois, les Républicains s'y sont mis aussi. D'ailleurs, Mitt Romney a été premier à monter un Tumblr pour cette campagne. Un Tumblr qui est un autre réseau social. Qui a aussi d'autres codes. Il a acheté de la publicité sur Twitter la dernière nuit de la convention républicaine où il a acheté un hashtag Romney Ryan 2012. C'est les premiers à faire ça et à dépenser, je crois, quelque chose comme $120 000 pour simplement être en tête des tendances sur Twitter. Et alors, Amy Green, vous partagez ce point de vue. Beaucoup d'observateurs aux États-Unis disent que c'est une élection Twitter. Il y a eu aussi énormément de tweets pendant les 3 débats, des millions et des millions de tweets.
Oui, c'est intéressant à constater, par contre, comment les deux candidats avaient joué sur Twitter. On a vu que pendant la campagne, il y avait des estimations que le compte d'Obama envoie à peu près 30 tweets par jour contre un seul tweet de Mitt Romney. Et ça jusqu'au premier débat où Mitt Romney a quand même réussi le pari. Et ce qui est intéressant de constater, c'est en fait l'importance qui a été donnée à Twitter par Obama par rapport à Mitt Romney. Beaucoup plus d'accent a été mis sur les tweets de Barack Obama. La figure qu'on peut retenir du côté républicain, c'est Zach Moffat, qui est le directeur du digital et qui, lui, est un petit génie qui a tout compris. Et la grande différence, comme tu disais tout à l'heure, c'est que les républicains ont appris de la dernière campagne, donc ils ont mis en place... Donc ils ont appris d'Obama? Ils ont appris d'Obama, et ils expliquent qu'en termes de quantité, ils sont loin, loin derrière Obama, puisque Obama, lui, il est à 30 millions sur Twitter, et je crois que... en termes, vous voulez dire, de nombre de fans sur Facebook, en termes de followers sur Twitter Facebook, au total, il doit être aux alentours de 55 millions, peut-être tous réseaux sociaux confondus, en comprenant Instagram, etc. Alors que Mitt Romney doit être loin derrière, doit être dans les 30 millions peut-être. C'est des gros chiffres, mais ça indique bien la tendance. Et aussi en quantité, la First Lady américaine, Michelle Obama, est aussi loin devant Ann Romney, la première dame républicaine. Donc en termes de quantité, il domine, mais la réponse des républicains, c'est de dire nous on ne travaille pas en quantité. Cette élection cette année, c'est pas une élection Google. On travaille en qualité, on travaille en engagement et en mobilisation. Et comme tu disais, on est passé d'une campagne sur le web ou digital qui était une campagne de communication en 2007-2008 à une campagne aujourd'hui de mobilisation et de conversation. C'était déjà le cas en 2008, non? On avait fait une émission sur le même thème où on expliquait... C'était les balbutiements à l'époque. Où on expliquait que c'était une campagne de mobilisation, enfin que le numérique servait à mobiliser sur le terrain. Absolument. Donc je vois pas bien la différence. Ce qui est très intéressant en fait cette année, et c'est ce dont on s'était un petit peu parlé aussi pendant la campagne française, on était réunis tous aussi autour de cette table, c'est de se rendre compte que la campagne web d'Obama cette année inverse la vapeur. C'est-à-dire qu'on est passé d'une campagne qui était en ligne pour un public en ligne à une campagne qui est en ligne mais pour un public physique en réalité, un public qui est hors virtuel. Et tout l'enjeu, tout le pari, et c'est justement la grande inconnue de ce scrutin du 6 novembre prochain, c'est de savoir comment cette mobilisation va se traduire en vote pur et dur. À partir du moment où, par exemple sur les débats, c'est vrai, vous l'avez rappelé tout à l'heure Caroline, on a vu des chiffres à 8 millions, 7 millions, 6 millions de tweets en fonction du premier, du deuxième et du troisième débat s'échanger sur Twitter à ce moment-là. Attention, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous, ici autour de ce plateau, à ne pas avoir une loupe trop démocrate et trop Twitter sur cette élection. Il y a une grande différence fondamentale entre les populations de supporters d'Obama et de Romney. La génération qui soutient Romney, je généralise bien sûr, mais ce sont des personnes plus âgées. Des gens qui sont peut-être pas aussi branchés à la technologie que peut-être des jeunes qui soutiennent Obama. Il y a bien sûr des exceptions à ces règles, mais je parle très généralement des mouvements sociaux qui soutiennent chacun des candidats. Donc on ne peut pas encore dire que la population de jeunes qui se mobilise derrière Obama va vraiment participer le jour du scrutin, parce que c'est notamment un groupe démographique assez volatile qui ne participe pas à chaque scrutin. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Est-ce que le numérique peut parvenir donc à mobiliser des indécis par exemple, parce qu'il y a des applications et sur mobile et sur Internet qui sont assez pointues là, dans cette campagne-là par rapport à 2008. Et ça, ce qu'espère l'équipe d'Obama, ils espèrent que l'effet boule de neige va faire sortir les électeurs. Ils utilisent également la pression que les gens pourraient exercer sur le réseau d'amis, sur les réseaux sociaux pour aller voter le jour même. Donc un effet boule de neige, ils utilisent la viralité des réseaux sociaux? Absolument, mais pour rebondir sur quelque chose que Marjorie a évoqué aussi, c'est l'intégration de la campagne digitale avec la participation physique. Donc, c'est-à-dire que chaque personne qui entre dans un site web d'Obama va inscrire et plus tard, ils vont recevoir des communications ciblées et sur mesure pour leur inciter à se mobiliser, à se manifester derrière le président. Et puis après, il y a un suivi. J'explique un peu sur mesure aussi, puisque sur Facebook et sur les réseaux, on donne son âge, sa profession, où on habite. Sur mobile. Et donc, en fonction des informations donc en fait, ça se transforme en les états-majors récupèrent toutes ces données. Sur téléphone portable, Zach Moffat, dans la campagne de Romney, explique que 10% des communications, maintenant, c'est sur portable pour sa communication avec les militants, ce qui est un chiffre absolument faramineux, ce qui signifie que le jour, on peut les mobiliser pour tel ou tel événement directement sur leur portable. Et ça change quand même le rapport aux électeurs totalement, quoi. Y compris pour les solliciter à donner à partir du portable. Alors, parce que cette année, pour la première fois, ils peuvent donner des fonds aux candidats, à Obama de toute façon, par SMS.
Donc ça, c'est une véritable innovation. On peut voter on peut appuyer sur 1 pour Obama et sur 2 pour Parce qu'il faut quand même rappeler, Amy Green, que l'argent, c'est le nerf de la guerre quand même dans une campagne aux États-Unis. On n'est pas du tout dans le même cas, nous en France, où c'est extrêmement encadré. Non, et d'ailleurs, cette année, il risque de battre tous les records parce que chacun des deux candidats arrive à juste presque de recruter $1 milliard chacun. Donc ils sont jusqu'au 900 et quelque chose de millions. Donc effectivement, on va arriver à $1 milliard pour chaque candidat lors de cette élection. Et pourquoi ça a augmenté considérablement lors de cette élection? Je pense que Philippe a déjà donné un élément de réponse. C'est les super PAC. La Cour suprême, en 2010, a autorisé ce qu'on appelle les super comités d'action politique, super PACs, à lever autant de fonds qu'ils le souhaitent, les dépenser comme ils le souhaitent. La seule condition, c'est qu'ils ne se réfèrent jamais avec les campagnes et les candidats. Forme d'hypocrite s'il en est, puisque de toute façon, on sait très bien que ces super comités d'action politique défendent des intérêts envers chaque candidat pour mieux se placer dans des prochaines administrations ou dans des prochaines législatures. Et surtout, ce que ça impacte d'un point de vue des réseaux sociaux et de la communication politique en ligne, ça veut dire qu'eux aussi ont des fonds pour lever des campagnes en ligne et pour parler et pour envoyer des vidéos, pour réaliser ces vidéos. Ça coûte de l'argent. Au total, ils ont dépensé plus de 460 millions de dollars pour l'instant, dont 75% est en publicité négative. C'est-à-dire qu'à 75% de cet argent, donc, je sais pas, ça va faire 300 millions de dollars qui sont destinés à taper sur Romney ou taper sur Obama, selon le schéma dans lequel on se situe. C'est extraordinaire. Mais c'est une campagne qui inonde les villes américaines. Je crois qu'on réalise pas ici à quel point les Américains sont en train de bouffer de la publicité politique absolument tous les jours, au petit déjeuner, au déjeuner et au lunch, au dinner. Voilà. Et ça inonde toute aussi la journée. les plateformes de partage de vidéos. Et c'est pour ça qu'on voit une inflation des vidéos. De vidéos, ouais. Absolument, il y a une bataille de vidéos. Mais même dans les vidéos humoristiques comme la parodie de Gangnam Style, qui est la parodie du chanteur sud-coréen, c'est ça? Chacun y a eu droit. Chacun y a eu droit. Obama, je crois que c'est Obama qui est dégainé en premier avec Romney Style, Style, qui pour moi est le plus réussi. Alpha et après, Cat, qui est un rappeur répondu avec Romney Style. On peut peut-être regarder justement un extrait. Je voulais passer un peu de chanson, c'est possible? Mitt Romney style. Romney style. What you gonna do? Go after gangbangers. We're gonna get it done in the second term. Oh, what you gonna do? Take the money they've been spending on war, more drilling, double our exports. Obama style. Obama style. Obama style. Obama style. I'm a Romney girl in a Romney world. He's so plastic, it's fantastic. Silver tip your hair, tax shelters everywhere. Outsource nation, vain is his creation. I'm Mitt Romney, and I'm the real Romney. While the other Mitt Romneys are just masturbating. So with the real Mitt Romney, please stand up. Please stand up. Please stand up. Ce qu'on voit aussi dans ce montage, c'est très révélateur. On parlait tout à l'heure des vidéos et des attaques négatives dans des clips. Même les clips humoristiques, en réalité, la majorité cette année sont des clips qui sont en train d'attaquer de façon très détournée et très drôle Mitt Romney, mais ce ne sont pas forcément des clips d'engouement à Barack Obama. Souvenez-vous, en 2008, on avait eu droit à Obama Girl et à tant et tant de vidéos. Non. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester, encore une fois, extrêmement prudent, même de notre point de vue de communication politique en ligne, et bien se dire qu'on est en train de regarder une élection avec une micro-loupe ultra démocrate parce que ultra twitterisé ou en tout cas polarisé sur Internet. Le niveau des dépenses est un peu surréaliste quand même. Enfin, pour la population américaine, ça doit être surréaliste de voir $1 milliard dépensé en communication politique. En France, on dépense pas assez, mais aux États-Unis, on a peut-être franchi un cap trop important. Et sur une plateforme qui s'appelle Reddit, qui est une nouvelle plateforme, qui est une sorte de Wikipédia collaborative où les gens votent pour les articles les plus populaires, Obama a fait un chat en direct qui s'appelle Ask Me Anything, demandez-moi n'importe quoi, où il a dit on va réduire les dépenses si je reste président, on va revenir en arrière par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu surréaliste. Oui, mais sur l'humour quand même, parce que là, ce qu'on vient de voir, ça fait du bien dans une campagne. Oui, effectivement, c'est un moment de détente, c'est assez agréable, certains de ces clips, mais en même temps, c'est révélateur parce que, en fait, du temps du débat électoral cette année, et c'est au grand chagrin de beaucoup d'Américains à constater à quel niveau le débat se trouve aujourd'hui. C'est pas sur des grands sujets, des grandes thématiques transversaux, transcendants, c'est vraiment un niveau un peu plus bas, généralement plus négatif, plus pessimiste. Donc c'est aussi ça l'autre côté un peu moins optimiste de ces clips, c'est que c'est vraiment drôle d'un côté, mais en même temps c'est pas très haut comme niveau de débat.
Philippe, même si on a eu quelques clips amusants pendant la campagne française, on n'a pas l'équivalent et on n'imagine pas un président, non, alors, comme le disait Marjorie, un président chanter non plus. Enfin... Non, c'est dommage d'ailleurs. On aimerait bien que François Hollande chante parce qu'ils ont déjà la marinière. Ils peuvent faire un cœur breton, quand on a eu des quelque chose comme présidents ça. qui jouaient de l'accordéon ou quoi, ça n'a jamais très bien marché. marché. Obama est un personnage aussi qui autorise, c'est un peu le king of cool. Il peut faire beaucoup de choses. Il a chanté déjà dans des clips qui étaient plus promotionnels. Il a fait énormément de choses comme ça. Et c'est assez naturel chez lui. Il faut quand même pouvoir le faire d'une façon assez naturelle. Et puis attaquer la publicité négative en France, on n'en fait pas. D'ailleurs, c'est interdit dans les dépenses électorales d'avoir des attaques comme ça aussi fortes sur le candidat adverse. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que ce milliard qui a été dépensé, c'était le Daily Show qui avait fait quelque chose d'humoristique là-dessus. Il avait été parvenu à dire, si on a une économie américaine qui va pas bien, et si on faisait des élections tous les ans, si on dépensait 1 milliard par an, ça permettrait aux intermittents du spectacle, aux créatifs, aux designers, à tous les gens qui font des clips de vivre, ça entretiendrait les communicants et ce serait assez formidable. Et peut-être qu'on sortirait de la récession, donc il faut peut-être pas limiter les frais de communication, mais multiplier les élections et dépenser, comme ça on sera bien. Donc en conclusion, qui a gagné pour le moment hein, le match sur le net, c'est toujours assez difficile à dire. Mais enfin, Quantitativement, c'est Obama. Qualitativement, comme disait Marjorie, ça se discute. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on est arrivé à un point d'inflation de communication politique aux États-Unis et surtout en ligne, que je ne suis pas persuadée que les électeurs américains en 2012 veuillent élire un super communicant, un supra-communicant. Ils veulent plutôt élire un président qui puisse réellement s'occuper de leurs top priorities, de l'économie, de la création d'emplois. Donc c'est aussi l'exercice très difficile de la réélection de Barack Obama. Toute une communication, tout un storytelling pour montrer quand même que le président était proche des gens, était soucieux de leurs problèmes. Non, je me trompe pas. Ça fait partie du message électoral. Il dit sans cesse que Romney appartient à une autre génération, une ère de nostalgie pour les États-Unis qui n'existe plus. Donc ça fait partie du message et des arguments centraux de la campagne d'Obama. Merci d'avoir été avec nous. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude, alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus? Alors cette semaine, ce qui a fait débat, c'est l'opération qu'on appelle le Red Bull Stratos et que vous avez peut-être suivi d'ailleurs en direct devant votre écran de télé ou sur Internet. Voilà. En fait, cette opération a été montée, ce qui a permis à un Autrichien qui s'appelle Felix Baumgartner de s'offrir 2 records du monde en un saut. D'abord, il a réalisé le saut en chute libre le plus haut du monde. Il s'était lancé à 39 km d'altitude et en plus, il est devenu le premier homme à franchir le mur du son puisque dans sa chute, il a dépassé les 1100 km/h. Alors en dehors de l'exploit, Aude, c'est aussi un formidable coup médiatique et marketing. Bah oui, parce que l'événement a été monté toute pièce par le sponsor et ce sponsor s'est offert un 3e record, c'est celui du plus grand nombre de visionnages simultanés sur YouTube. Donc le jour du saut, c'est-à-dire le dimanche 14 octobre, on a compté 8 millions de personnes qui regardaient simultanément l'événement. C'est 16 fois plus, il faut quand même se rendre compte, 16 fois plus que le précédent record qui était jusque-là détenu par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Et alors le tour de force, c'est aussi d'avoir rendu le public actif en quelque sorte. Bah c'est ça, et ça fait partie des grandes nouveautés du coup de pub sur Internet. C'est-à-dire que d'habitude, la publicité vient vers l'internaute qui l'a subi. Donc, tandis que cette fois-ci, le consommateur est quelque part allé la chercher puisqu'il est de son propre fait allé regarder le saut. Et de fait, il a été placé face au logo de la marque. L'internaute a donc été spectateur volontaire, mais aussi créateur, parce que très peu de temps après l'événement, la marque a mis à disposition du public des photos, des vidéos que les internautes se sont réappropriées pour les détourner. Alors on a eu le droit à toutes sortes de remixes et parodies. Ça, quand le public se réempare d'un élément culturel pour le détourner, c'est ce qu'on appelle un mème et c'est le stade ultime du buzz réussi. Bon, après, il faut dire que nous aussi, journalistes, on a notre petite part de responsabilité dans cette débauche publicitaire à laquelle on a eu droit parce qu'on s'est rapidement rendu compte sur Internet que l'événement avait été identifié avec les mots-clés Red Bull Stratos. Donc nous, pour bien expliquer au public de quoi on allait lui parler, on a tout simplement titré sur ça. On aurait pu titrer aussi sur le nom de Felix Baumgartner, mais son nom n'a été connu qu'après le saut. Merci Aude, à très bientôt. C'est le clap de fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir la Politique Sénat en vidéo sur le site, réagir et commenter sur publicsénat.fr, Twitter et Facebook. Merci aux équipes de Public Sénat et à Laura Nelkabash. À très vite pour un nouveau numéro de la Politique Sénat.